d'or, ici. Oh, pardon. Ou bien ça m'a échappé, ou j'ai pas compris vraiment pourquoi votre père a dû changer de nom pour prendre celui de Gouda. J'ai pas compris. Il était recherché par la police polonaise. Alors, il changeait de nom. Il a eu des papiers. C'est parce qu'il était illégal, en fait, en tant que communiste qui s'occupait de l'armée polonaise du temps. Alors, il avait... Et oui, la façon dont ça s'est fait, il m'a raconté, c'est que l'organisation du parti lui donnait un passeport avec toutes les signatures qu'il fallait. Son nom n'était pas écrit. Alors personne ne pouvait savoir comment il allait s'appeler. Alors c'est dans le train, il m'a dit qu'il est allé à la toilette. Il a sorti son stylo, enfin pas un stylo, son crayon, enfin c'est ce qu'il fallait. Et puis là il s'est dit, oh, je suis petit, je suis robuste. Moi je vais prendre un nom de paysan, la motte, une motte. Bon, il a écrit Gruda. Comme ça. D'autres questions? Oui. On vote. Oui. Ben, ça va là-dedans. Ça va être enregistré, sinon on n'aura pas. Alors, dans votre histoire, on sent qu'il y a eu toute une période où vous étiez un fervent communiste. Vous aviez cette foi-là, ça venait du père, mais en filigrane, on s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, il y a eu des illusions, que vous vous êtes rendu compte que, bon, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, à partir de quel moment, là, pour vous, il y a eu cette désillusion? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous ne croyez plus, vous n'embarquiez plus, et que vous avez appris, dans le fond, et résisté, évidemment, face à tout ce qu'on sait maintenant, nous? Ça a tout ça. Bon, étant l'Union soviétique, je ne peux penser à un pays où ça serait mieux. C'était le paradis du communisme, et j'aimais ça de moins en moins. Mais il y a eu un moment décisif. Il y a eu le 20e congrès du Parti communiste soviétique, et en 1955, Khrouchtchev a eu un grand discours d'où il résultait que Staline, c'était le culte, et qu'il avait fait tuer plein de bons communistes. Tout le bureau politique y avait passé dans le temps. Il avait fait tuer 80% des délégués du 17e congrès du parti, congrès où il n'avait pas eu la majorité au vote. Alors les gens qui étaient dans ce congrès, il en est resté 30% vivants. Les autres ont été envoyés, la plupart fusillés. Tout le bureau politique, avec de grands communistes, ont été fusillés. Les moins grands allaient dans des camps de concentration. Alors, quand j'ai eu ce discours, nous a été donné par un membre du bureau politique pour tous les étudiants étrangers membres du Parti communiste. On a écouté ça, vous ne pouvez pas poser de questions, on a écouté ça. Et pour moi, ça a été le moment où je me suis dit, des choses pareilles, ça veut dire que tout le système est pourri. Et là, j'étais encore membre, mais dans ma tête, c'était mort. Mais il n'y avait pas des indices. Est-ce que vous avez eu des indices avant qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait catholique, disons, pour excuser l'expression, mais de pas tout à fait catholique qui se passait, puis on pouvait soupçonner le pire avec ce régime-là, pourtant, auquel vous croyez? Ben, je voyais de la misère, mais ça, c'était pardonnable, en quelque sorte. Enfin, tous les mendiants qui avaient des handicaps, j'ai parlé avec un, comment ça se fait que tu as un problème de jambe? Ah, j'ai été blessé à la guerre. Tu es blessé à la guerre, maintenant tu es mendiant. Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux, il faut bien que je vive. Des petites choses comme ça. Là, les vols, il y en avait beaucoup.
il y avait beaucoup de banditisme. Quand Staline est mort, les autorités ont décidé de libérer beaucoup de prisonniers des camps. Alors ceux qu'ils ont libérés, c'était surtout les criminels. Les politiques sont restés encore une bonne année ou deux. Alors quand ils passaient par Kazan, où j'habitais en ce temps-là, et puis les trains passaient par là. Les gens sortaient. Et puis ils n'avaient pas d'argent. Alors ils attaquaient les civils. Et je me rappelle d'une scène que j'ai trouvée absolument extraordinaire. J'étais dans un grand Univermac, enfin, un magasin à étage. Et puis, tout d'un coup, d'en haut, du dernier étage, il y a quelqu'un qui parle. Il dit, moi, je viens de Sibérie. Je veux rentrer chez moi en Ukraine. Ils ne m'ont pas donné d'argent, ils m'ont donné juste un billet, je n'ai pas de quoi vivre. Alors, je ne veux pas faire comme beaucoup d'autres, agresser la population. Je vous demande, donnez-moi de l'argent. Et là, moi, j'étais en bas, et tout d'un coup, j'ai vu les roubles en papier qui tombaient. Tout le monde était content de pouvoir aider ce bonhomme-là, ex-bandit, mais honnête. Les gens avaient une peur atroce. J'avais un copain qui, lui, courait très bien. Alors lui, sa défense, c'était d'avoir du tabac en poudre dans sa poche. Et s'il était arrêté, moi je me suis fait arrêter 4 ou 5 fois par des groupes qui me demandaient de l'argent. Moi j'étais habillé, j'avais pas d'argent, je tenais pas de l'argent, ils regardaient, non, j'avais pas de montre. Comme je parlais bien le russe local, il me laissait passer. Puis lui, il était prêt à jeter du tabac dans les yeux et courir. Moi, je me déguisais quasiment en mendiant, parce que toutes les semaines, je téléphonais à mes parents à Varsovie. Et c'était seulement le soir, il fallait aller au centre-ville, donc j'avais une bonne 40 minutes de marche. Et puis, je rencontrais toujours des bandits qui me posaient des questions. Est-ce que tu as des montres? Une montre? Non, pas de montre. Bah, tu as bien des cigarettes? Ah oui, là, je leur offrais des cigarettes. Puis ça allait. Il y a un étudiant, le banditisme, c'est tout un chapitre, hein, qui marchait comme moi, là. Et puis, il a été arrêté par un groupe qui lui ont dit, poser des questions, les montres, tout ça. Et puis ils lui ont dit, ton manteau là, je nous le donne. Mais voyons, ce manteau il vaut rien, c'est de la malle. Non, 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 tu le donnes. Alors il a donné le manteau, puis il est parti vers la cité universitaire. Puis à un moment donné, il entend quelqu'un qui court après lui, qui le rattrape et lui dit, écoute, ton manteau, c'est vraiment de la merde, tiens, je te le rends. C'est des petites affaires comme ça, il y en avait plein. Bon, Mme Soudard, parlez fort, oui. Très fort. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Ukraine présentement? Oh. Bah, je pense que c'est vraiment dangereux ce qui se passe. Parce que je ne sais pas si notre cher camarade Poutine ne va pas se décider à intervenir dans l'est de l'Ukraine comme il a fait en Crimée. Peut-être qu'il ne se décidera pas. Mais la réaction de l'Ouest à la Crimée était très faible. Est-ce que vraiment il va avoir peur des représailles américaines et européennes? Je ne vois pas tellement ce que l'Europe peut faire à part d'envoyer leurs armes. Est-ce qu'ils ont des moyens de pression réelle? Je ne sais pas. La Crimée, c'était vraiment russe. Ça a toujours été russe. C'est Catherine la Grande qui a eu la Crimée. Ça fait déjà un certain temps. Ça a été toujours russe. Et puis, à un moment donné, Nikita Khrouchtchev, quand il était premier secrétaire, il est venu en Ukraine en visite. Et puis, il a fait cadeau de la Crimée à l'Ukraine. La Crimée, qui était russe, il l'a donnée à l'Ukraine. Mais la population est restée en
en majorité vraiment russes et en partie tatars. L'histoire des Tatars, c'est tout à fait une autre histoire. Et puis, ça fait que moi, la Crimée, d'après moi, je ne suis pas pro-russe, mais la Crimée, c'est russe. Depuis le XVIIIe siècle, quand même. L'Ukraine de l'Est, c'est de l'Ukraine. C'est des Ukrainiens qui sont là en majorité. S'ils faisaient un référendum honnête, je ne pense pas que la majorité soit pour rentrer en Russie. Mais je ne sais pas. Poutine est un type très dangereux. Jean-Luc? Si les gens, au moment de la mort de Staline, ont tant pleuré, c'est qu'ils ignoraient totalement la réalité. C'est une question très spéciale. Ce qu'il y a, c'est que après ce discours dont j'ai parlé de Khrouchtchev, tout d'un coup, plein de gens, d'étudiants que je connaissais, disaient « Ah oui, mon oncle, ah oui, mon père ». Enfin, père non, mais oncle, cousin, ont été dans des camps. Les gens avaient, tout le monde avait des gens dans les camps. Mais beaucoup ne voulaient pas en parler, parce que c'était une invitation à y aller soi-même, d'une part, et de l'autre, beaucoup pensaient que c'était un malentendu dans le cas de leur oncle, mais tous les autres qui étaient là, ils le méritaient sûrement. C'était ce que pensait mon père. Quand on voyait des délégués au Soviet suprême disparaître comme ça jusqu'à 80%, on ne se posait pas de questions. Il y a des gens qui se posaient sûrement des questions. Et s'ils les prononçaient, on n'en a plus entendu parler. C'est un régime de terreur qui dépassait de beaucoup la terreur d'Hitler. Hitler tuait les Juifs, tuait les Tziganes, mais les Allemands, bah, ils tombaient à la guerre, mais ils n'étaient pas exterminés, jusqu'au moment où il y a eu un attentat contre lui. Mais à part ça, c'était bien clair. Tandis que dans le cas de Staline, tout le monde souffrait. Il y avait des millions, vingtaines, trentaines de millions de personnes en même temps dans les camps de concentration. Et de la population locale, pas des Tziganes ou des Juifs, des vrais Russes. Et il ne fallait pas le dire. Ou bien c'était un malentendu, ou bien si on le disait, mais personne ne généralisait que le système était comme ça. C'était une malchance dans la famille. Et on préférait ne pas en parler. Et on s'est mis à en parler après le discours de Khrouchtchev. Mes collègues étudiants, ah oui, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Tout le monde avait quelqu'un dans la famille qui avait été arrêté. Et là, ils comprenaient que c'était de la foutaise. Staline a été très populaire. Il a joué un rôle essentiel dans la victoire contre les nazis. Vous avez dit ça l'autre fois, on ne peut pas en douter. Il a montré un certain courage même à un moment donné, lors de l'attaque de Moscou par les Allemands. Et il y a une anecdote que mon frère Philippe m'a racontée quelquefois. S'il ne veut pas la raconter, je vais la raconter moi-même, à propos du cinéma. Ah non, vas-y. Non, mais veux-tu la raconter? Bon, longtemps après la mort de Staline, on était en période de déstalinisation, sans avertir rien, dans un cinéma qui était bondé pour un film quelconque, on projette l'image de Staline et tout le monde applaudit. Et c'était en période, longtemps après sa mort, c'était la déstalinisation, pour montrer la popularité spontanée là, des gens. Ça applaudit à tout rompre. Il s'ennuyait du père, du roi, du chef, etc. C'est un événement qui s'est produit. Donna, veux-tu réagir? C'était en Russie. Oui, à Moscou. C'est vite, là, au parleur, le micro. Oui. Alors, Jean-Marie, Yana... Comment se fait-il que des intellectuels français comme Gide, comme Sartre et combien d'autres ont si longtemps appuyé ce système et ce régime? Sartre, Gide c'est un peu différent, mais
Il y a eu la grosse guerre entre Sartre et Camus. Camus, il ne plaisantait pas avec les principes. S'il y avait des camps, il fallait les condamner. Sartre savait qu'il y avait des camps. Les grands communistes français savaient, pas dans les détails peut-être, mais savaient qu'il y avait. Mais c'était notre espoir. Comment renier l'Union soviétique? Alors on taisait ça. Et alors en France, je me rappelle, il y a un prisonnier de guerre qui revenait, un Français. Puis il s'est mis à parler de ce qu'il avait vu en Union soviétique. Moi j'étais avec des gens d'une cellule communiste, des jeunesses communistes. Tout le monde, on l'a attaqué, on l'a traité de traître. Et on y croyait. C'était pas possible. C'était pas possible qu'en Union soviétique, on mette des gens innocents en prison. Enfin. Je vous pose encore la question. À quel âge vous aviez? C'est en quelle année à peu près que ça s'est passé? Quoi? Ce que vous venez de raconter, non? Ben, c'était en 45. Ok. Donc c'était 15 ans. Enfin. Puis en 89, ici, oui. Vous étiez au Québec, à la chute du communisme. Du communisme en Europe. La chute du communisme, et vous étiez ici. Oui. Comment vous avez vécu ça? Dans la joie, dans la... Absolument. Oui. Absolument. Il y avait, je ne sais pas si tu as connu Joseph Litinsky. Oui. On discutait quand est-ce que le système va tomber. Alors lui, il considérait que c'était en 84, étant donné le livre 1984. Il s'est trompé de quelques années. Moi, je pensais que ça allait tomber beaucoup plus tard. En tout cas, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le pays, c'est que, contrairement à d'autres amis comme Modzelewski, qui croyaient que le système on pouvait le faire tomber, moi, je trouvais que c'était impossible. L'Union soviétique, tant que l'Union soviétique tient, tous les pays de l'Europe de l'Est vont être dominés par les soviétiques. Donc moi, je ne voyais aucune autre solution pour moi que de fuir. Je ne voyais pas de possibilité que ça change. Je me suis trompé, heureusement, ça a changé, surtout en Europe, de l'Est, Tchécoslovaquie, Pologne. La Pologne avec Solidarność, ça a donné un grand coup. Le pape a beaucoup aidé. Jean-Paul II. Mais moi, je n'y croyais pas du tout. Peut-être que je serais resté en Pologne. Si j'avais su. Ce qu'on aurait perdu. Hein? C'est juste une remarque? Oui. Oui. Nancy. Bonsoir, merci pour votre témoignage. Je voulais savoir, vous avez dit que vous étiez athée, vos parents étaient croyants, si j'ai bien compris? Oui, ils étaient croyants, ils croyaient au communisme. Au communisme, ok. Ma mère était juive et toute sa famille n'était pas croyante religieusement parlant. Mon père n'était pas croyant religieusement parlant. C'était tous des athées. Et puis maintenant, vous, est-ce que ça a changé quelque chose, tous ces événements-là? Du point de vue religion? Du point de vue, pas nécessairement religion, mais point de vue croyance. Croyance. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vous pensez qu'il y a... Non, là, je suis demeuré complètement athée. Ok, merci. Quand vous avez couru sur le boulevard Mich à Paris, boulevard Saint-Michel, sans savoir que vous semiez vos poursuivants, la police française, sûrement la Gestapo, ne descendait pas à ce niveau-là, là. Mais il y avait des gens qui essayaient de vous suivre, vous avez sauvé votre mère, parce qu'il l'arrêtait dès votre arrivée à la maison, et était morte 3 jours plus tard, et vous, je ne sais pas ce que ça avait. Et plusieurs fois comme ça, vous avez été extrêmement chanceux dans votre vie,
et d'échapper à la police, d'échapper des circonstances. Pourquoi vous avez couru? C'était un hasard? Ben, tout à fait. Et il faisait froid. Je me dis, l'autre jour, quand je vous ai vu, pardon, oui, il faisait froid. Je vous ai dit, ben, c'est la providence. Non, je n'ai pas réagi. Sur la chance que vous avez eue dans la vie, en plus de votre famille et tout ça, mais d'échapper à la mort des fois, ou à la torture aussi. Bah, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, j'ai eu de la chance. Providence ou pas providence, mais j'ai eu de la chance. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance-là. J'en ai rencontré qui ont eu à peu près le même vécu, mais ils sont restés très marqués, traumatisés mentalement. Moi, non, ça ne m'a pas marqué. Je n'ai pas parlé ici des Allemands. J'ai connu plusieurs fois des Allemands. Et puis, j'étais en Normandie. En Normandie, évidemment, comme tout le monde, on écoutait BBC. Puis, un beau jour, il y a un Allemand qui est arrivé complètement saoul. Il faisait un boucan terrible, il frappait à la porte de la grange. On m'a dit, ferme la grange. Finalement, la propriétaire m'a dit, ouvre-la parce qu'il fait trop de bruit. Il est rentré. Il était saoul, évidemment, ça se voyait bien. Et puis, il a dit, il a sorti une croix de guerre. Il dit, vous savez ce que c'est ça? Parlait c'est bien français. Ben, c'est la médaille. Tu sais pourquoi j'ai eu cette médaille? Parce qu'il y avait un tank français qui a été touché par notre artillerie. L'équipage du tank s'est sauvé. Et on m'a dit, tire. J'avais une mitrailleuse, j'étais derrière une mitrailleuse, je les ai tous tués. Je suis un salaud. Là, on l'a fait entrer, on lui a donné de la limonade. Il a dessoulé. Et le lendemain, il est venu. Il a dit, est-ce que je peux venir chez vous tous les soirs à telle heure, écouter BBC? Et il y venait. Un autre Allemand, autrichien d'origine, faisait la même chose. Il écoutait en allemand. Et puis il y en a un autre qui venait, c'était un vieux monsieur, il avait probablement 35-40 ans. Lui, il venait, il s'installait, il venait, c'était très clair qu'il venait pour la fille. La fille avait 4 ans. Puis là, pour que ça soit bien clair, il nous a montré la photo de sa fille. Ils se ressemblaient beaucoup. Alors il venait, il la mettait sur ses genoux, il lui donnait du chocolat. Et puis, il a dit qu'il était membre du NSDAP. Donc, membre du parti hitlérien. Et puis lui, il voulait que, après la guerre, l'Europe soit unie, une communauté européenne. Alors moi, je lui disais, tu ne pourras jamais faire ça en tant qu'occupant. On ne vous aime pas parce que vous êtes nos occupants. Si vous perdez la guerre, peut-être qu'il y aura une Europe. Et puis, je lui disais ça. Je discutais. Puis un beau jour, les trois sont venus séparément l'un de l'autre. Et ils ont dit, écoutez, nous on s'en va. On va avoir des SS. Une garnison de SS à notre place. Il me dit, toi là, si tu parles avec eux, le 10e de ce que tu me dis, le membre du NSDAP, ils vont te tuer sur place. Alors tu fermes ta gueule. Sers-leur le vin, c'était une épicerie, là on servait le vin. Pas un mot de politique. C'est des monstres, les SS. C'est les Allemands qui disaient ça. Enfin, j'en ai rencontré d'autres. Un qui m'a appris à nager, que j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, j'ai eu des bonnes rencontres avec les Allemands. Gérald, si on veut garder. Évidemment, vous vivez en Occident, vous vivez ici au Québec, en Amérique. Vous avez vécu des ruptures radicales, des changements de régime, des changements de mentalité. Alors, même si vous êtes ici au Québec depuis longtemps,
est-ce qu'il vous reste quand même des vieux réflexes qui viennent de cette période-là plus dangereuse, où vous aviez continuellement à sauver votre peau? Est-ce que vous nous regardez fonctionner aujourd'hui, puis vous dites ah, ils ne savent pas ce qui est dangereux, ils ne savent pas ce qui s'en vient, ils ne savent pas. Est-ce qu'il vous est resté de vieux réflexes? J'avais déjà posé cette question-là à Nigel Dragic, à Alice Parizeau, par exemple, qui était polonaise, et à d'autres. Et il aurait été resté quand même une espèce d'obsession, ou de peur, ou d'image, et avec lesquelles il regardait toujours notre société ou notre humanité. Et alors vous, est-ce qu'il vous est resté de cette période-là quelque chose qui teinte ni plus ni moins votre regard aujourd'hui sur notre société ici au Québec? Moi, j'ai très peur de la police quand je roule trop vite. À part ça, pas du tout. Mais j'avais pas peur pendant la guerre non plus. Mais la police, là, ici, je la respecte beaucoup. C'est déjà quelque chose. Ouais. Ils ont une méthode extraordinaire. Ils disent, vous méritez tant et tant, vous roulez à tant et tant. Ouais. Alors j'attends. Mais je vais vous marquer tant de moins. Au lieu d'être de mauvaise humeur, je sens la gratitude. Ils me punissent moins. Non, c'est la seule chose qui me reste pas de là-bas, parce que là, j'avais pas d'auto. Luc Gagnon. Bon. Je veux seulement faire une remarque. Vous dites que vous avez été chanceux. Moi, je vous crois sur parole, parce que je dis, si on regarde le monde dans lequel on vit, il y a un certain nombre de personnes chanceuses. Moi, par exemple, j'ai rencontré des gens, je n'ai pas rencontré des gens qui ont été un obstacle à ma vie, rien. J'ai toujours rencontré des gens plaisants, au fond. Et on n'est pas tous comme ça. Hein? Il y a probablement beaucoup plus de monde sur cette planète qui ne sont pas chanceux. Alors moi, je dis, je suis un homme chanceux. Bah, je te l'accorde. C'est lui qui a organisé Amnesty International à Trois-Rivières. C'est Luc Gagnon. Luc. C'est lui qui m'a contacté, puis là, qui m'a donné l'idée de devenir membre d'Amnesty. Il a été chanceux. Oui. M. Godard, vous avez passé par bien des régimes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose? Parce qu'en Amérique du Nord, on ne se rend pas compte de ce que c'est qu'une dictature politique. Qu'une dictature politique. Que ce soit soviétique, que ce soit nazi, peu importe. Les droits qu'on prend pour acquis ces jours-ci, ici, n'existaient pas. Et pire que ça, si vous prononciez la mauvaise parole, on vous coffrait. Est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet, parce que vous avez passé par là? Oui, ben là, ça dépendait beaucoup des pays. Parce que je parle des pays communistes. En ce qui concerne Hitler, on sait très bien ce qui se passait. Et puis, non. Mais dans les pays communistes, ça dépendait beaucoup d'un pays à l'autre. En Pologne, c'était relativement tranquille, sécuritaire. C'est rare qu'on ait été dénoncé par qui que ce soit. On pouvait parler assez librement. Pas agir, mais parler. Par exemple, dans un train, compartiment, 8 personnes, on ne se connaît pas. Il y a quelqu'un qui se met à dire des blagues anti-régime. Tout le monde rit. Personne n'a peur qu'il va être dénoncé. C'était très, 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 très bien. En Tchécoslovaquie, c'était apparemment moins drôle. L'anecdote qu'on disait, en Pologne, matériellement, on vivait mal, mais il y avait plus de liberté qu'en Tchécoslovaquie. Alors, il y a 2 chiens qui se croisent en passant la frontière, et il y en a un
qui est assez gros, et l'autre qui est assez maigre. Le maigre, c'est celui qui va vers la Tchécoslovaquie, de Pologne. L'autre, il va de Pologne vers la Tchécoslovaquie, le maigre. Le gros, il s'en va vers la Pologne. Alors, il se demande, mais pourquoi tu vas là? Ah ben, moi, je vais là parce que je suis maigre. J'espère manger beaucoup mieux en Tchécoslovaquie. Mais toi? Oh, moi, j'ai envie d'aboyer. C'était très... Enfin, je pense qu'en Pologne, les gens, dans la vie de tous les jours, ils n'avaient vraiment pas peur. Quand il était question d'élection, là, il fallait voter. Il fallait voter et c'était enrageant. Moi, je ne votais pas parce que je n'avais pas assez de patience pour faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, on arrive, il y a l'urne, il y a des gens qui me donnent la liste unique, et moi, je dois mettre cette liste dans une enveloppe et la mettre dans l'urne. Il y a aussi, on peut aller plus loin, et là il y a le petit machin secret, où on peut prendre la liste, rayer des noms, écrire des injures si on voulait. Et puis là, il y avait 5 ou 6 personnes avec un visage assez policier. Et personne n'allait là. Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait rayé, on va penser que c'est lui. Alors les gens étaient intimidés. Dire des blagues, ça allait. Mais montrer qu'on méprisait le vote. Puis moi, une fois, j'ai été obligé de voter. Ma femme m'a forcé parce qu'on devait aller justement en postdoc. Alors j'arrive, on me donne cette liste. Et puis je me suis dit non, je ne vais pas aller là-bas parce que là c'est trop. Puis j'ai regardé cette liste et je l'ai rendue, là on me l'a donnée. Vous la foutez dans cette urne vous-même. Moi je n'ai pas envie de mettre ça là-dedans. Je me suis fait engueuler. Pas par les autorités, par ma femme. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça peut changer? C'était idiot, complètement idiot. Mais je n'ai pas pu me retenir. Alors la peur, en Roumanie par exemple, pendant un certain temps, la Roumanie était un pays qu'on enviait, parce qu'il était beaucoup plus libre. Puis ils n'appliquaient pas toutes les règles du système. Puis bon, ça s'est gardé. Quand Ceausescu a viré un petit maniaque avec sa tendre épouse. Est-ce qu'on va avoir d'autres questions? Qu'est-ce que vous avez appris du Québec? Vous êtes ici depuis 68-69, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu du Québec? Qu'est-ce que vous avez appris du Québec? Qu'est-ce que vous avez perçu de notre société? Ben, d'abord, j'ai commencé à comprendre le québécois. En arrivant. Je ne le parle pas, mais je le comprends très bien. Au début, je me demandais s'il fallait que je reste là ou que j'aille aux États-Unis. Parce que moi, il me semblait que le Québec, on parlait français, mais bon, c'était pas égal. Il y en a qui parlaient bien, il y en a qui parlaient mal. C'était très différent. Mais je me sens très bien au Québec, et puis j'aurais jamais envie de changer de pays. Qu'il soit indépendant ou pas, je me sens très bien là. Un mot sur une polémique qui a eu lieu à Trois-Rivières à propos des Serbes en Yougoslavie, à Srebrenica, et nos amis, les amis communs que nous avions, parce qu'il y en a qui sont morts. Bon, pour moi, c'était très clair que les Serbes avaient causé la guerre en Yougoslavie, l'attaque et tout. Et puis j'avais 2 amis qui étaient Serbes eux-mêmes. Et puis eux, ils niaient tout. Srebrenica,
où il y a eu le massacre des jeunes hommes, il n'y croyait pas. C'était inventé. Là, c'est là qu'avec Klimov, avec lequel je m'entendais très bien, là je peux dire. Il y est d'une façon tellement butée. Ils écrivent partout. Tu vois, le journaliste, ils mentent. Nous n'avons rien fait. Alors, à part ça, les étrangers, je m'entendais très bien. J'ai eu ce conflit avec ces deux Serbes. Ben, disons Serbes, pas dans le cas de... Pas Serbes, mais dans le cas de Klimov, les orthodoxes russo-serbes, on peut dire. Les slavophiles, ou je sais pas. Bon, je ne sais pas. Pour moi, ils étaient serbes. Bon, en fait. Oui. Excusez. Qu'est-ce que... J'ai oublié ma question. Oui. Ah oui. Si des gens intelligents, instruits, cultivés, habitués à la démocratie, ici, en tout cas, comme Klimov, il avait été habitué en Belgique, et M. Radjic nie complètement des faits reliés à la violation des droits humains, c'est comme la mentalité des communistes réprimés par Staline qui disait « ça doit être une erreur ». Je ne peux pas dire que le régime est mauvais. Beaucoup de communistes acceptaient en disant « il faut que ça soit comme ça, les châtiments ». Ils niaient les faits, ils niaient la réalité. Les communistes polonais devaient dire « c'est pas vrai que les soviétiques c'est pas vrai que les soviétiques ont assassiné 20 000 officiers, 25 000 officiers polonais. Juste 20 000. 20 000. Et ils devaient nier ça. Ils niaient les faits, puis ici... Les Polonais? Des communistes polonais devaient dire c'est pas vrai. Excusez, en Pologne, tout le monde savait deux choses. Que c'était vrai. Que les soviétiques avaient tué les officiers prisonniers et qu'il ne fallait pas le dire. Alors on se taisait. En privé, il y a plein de gens qui ont eu des preuves. Parce que quand ils étaient prisonniers au début, ils envoyaient des lettres à leur famille. Puis à un moment donné, les lettres se sont arrêtées. Bien avant que les Allemands attaquent l'Union soviétique. Et en même temps, tout s'est arrêté. Et c'est exactement au moment de Katyn. On a le temps, voulez-vous raconter un peu l'histoire? La Russie qui envahit la Pologne, l'Allemagne qui envahit la Pologne, pour que les gens comprennent. Ah, bon... 43, 42, 43... Non, non. Nous sommes en 1939. Oui. En 1939, les Allemands attaquent la Pologne, et il y a eu un accord entre les Allemands et les Russes, les Soviétiques. Et à un moment donné, 3 semaines plus tard, les Soviétiques attaquent la Pologne de l'Est. Et ils se partagent la Pologne selon ce qui avait été entendu entre eux. Et puis, donc, les Russes occupent le territoire de Katyn en 1939. Et en 1940, d'après les vêtements, donc vers la fin de l'hiver, les corps ont été retrouvés en 1941 par les Allemands, mais les prisonniers avaient un état de décomposition certifié par la Croix-Rouge suisse qui correspondait à ce qu'ils étaient tués au printemps 40. Il y avait des preuves et les Suisses ont dit que c'était des morts qui relevaient une telle période entre un cadavre qui a 6 mois, enfin presque 1 an, ou 2 ans, il y a une grosse différence en termes de décomposition. Donc pour les Suisses, c'était clair. Qui l'avait fait, ils ne savaient pas. Mais évidemment, c'était de cette période-là.
c'est-à-dire au début de l'année 40. Vous dites que tout le monde en Pologne savait que les officiers avaient été tués par les Fedlés. C'est comme, il me semble que le communiste polonais, il ne devait pas être bien dans sa peau, là. Il fait bon aujourd'hui, n'est-ce pas? On parlait d'autre chose. Ah, On ne disait pas, c'est faux, on évitait le sujet. Et dans le cimetière de Varsovie, c'est le cimetière militaire, il y a plein, évidemment, de tombes de soldats, d'officiers, etc. Mon père s'y trouve aussi. Mais il n'y avait pas de tombe des soldats tués à Katyń. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de symbole. Parce qu'il y avait beaucoup de symboles, on n'avait pas trouvé les cadavres, mais c'était écrit un tel. Bon, là, c'était comme occulté. On n'en parlait pas. Ouais. Pour l'anecdote, là, on voit, vous avez sûrement déjà vu, on voit un film où on voit Staline, on voit les autorités polonaises s'adresser à Staline pour lui demander, il y a 20 000 officiers qui ont disparu, savez-vous où ils sont, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, on voit vraiment, on voit, dans les offices que j'ai vu un jour, un documentaire, on voit Staline dire « Ah, mais mon Dieu! » Tu sais, d'être surpris puis de ne pas croire ça, là, tu sais. Comme si, c'est ça, il fait la comédie, c'est un clairement comédien, un acteur. De toute façon, on termine. Oui. Ah bon, mais bon, Staline, on sait, je ne sais pas si vous avez soupçonné à un moment que des fois il lui arrivait de mentir. Et il faisait semblant de... Mais Katyń a été fait sous son ordre explicite. Des documents ont été retrouvés où il signait l'arrêt de mort de tous ses officiers. Maintenant, l'année où on est, il y a déjà une dizaine d'années que tous ces documents ont été retrouvés et cités. Et puis, bon, il disait aux Polonais, c'est bien dommage, c'est les Allemands qui ont tué ces officiers. Dans 2 semaines, même lieu, même heure, le film.